Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et l'invité, c'est Arnaud Benedetti. Bonjour, vous êtes professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Et vous avez récemment publié aux éditions du Cerf, Chaos, essai sur les imaginaires des peuples. Je voulais vous avoir en plateau... Avec Stéphane Rosès. Avec Stéphane Rosès, on ne l'oublie pas et on le salue. Je voulais vous avoir en plateau pour parler quand même du 14e 49.3, article 40 alinéa 3 d'Elisabeth Borne. Alors, cette fois, c'est pour faire passer le budget de la sécurité sociale. Quelles sont les excuses qu'a avancé Madame Borne et son gouvernement pour passer de nouveau en force pour une 14e fois? L'excuse, elle est simple. Elle est liée, j'allais dire, presque à ce qui s'est passé en juin 2022 au moment des élections législatives. C'est que, tout simplement, aujourd'hui, le gouvernement ne dispose pas d'une majorité à l'Assemblée nationale. Il est avec une majorité très relative, la plus relative d'ailleurs qu'un gouvernement ait eu sous la Ve République. Vous savez qu'en 67, il y avait une majorité relative, mais le général de Gaulle pouvait s'appuyer sur le groupe des Républicains indépendants, et puis ensuite, 68 est arrivé, il a dissous, il a eu une majorité absolue. En 88, on a eu aussi une majorité relative, il faut s'en souvenir, où Michel Rocard avait quand même des amortisseurs sur sa droite et sur sa gauche. Combien de 49.3, Michel Rocard? Il détient le record encore. Oh, il était, de mémoire, on était à plus d'une vingtaine, je crois, de 49.3. Surtout qu'en plus, à l'époque, il y avait un droit de tirage illimité sur les 49.3. La réforme constitutionnelle de 2008 bride un peu quand même l'usage du 49.3 par l'exécutif, puisque vous ne pouvez, hors loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale, vous ne pouvez utiliser le 49.3 qu'une fois par session. Donc, ce qui limite quand même l'usage du 49.3. Mais c'est vrai que en un peu plus d'un an, 14 utilisations du 49.3, c'est quand même un recours assez intense à cet outil constitutionnel. Mais juste pour terminer, la différence entre aujourd'hui et 88 et 67, c'est que indéniablement, on a une majorité qui, de fait, est impossible à l'Assemblée nationale. D'où la nécessité pour l'exécutif d'utiliser le 49.3, sauf à trouver des majorités de compromis, ce qu'il arrive parfois à trouver, mais on voit bien que là, aujourd'hui, on est quand même à la limite du système. Mais c'est quoi cette limite? C'est que après le 15e 49.3, c'est le décret? C'est quoi? C'est l'Assemblée nationale qui ne sert plus à rien? Un gouvernement qui veut passer en force systématiquement? Elle est où la démocratie? Alors écoutez, non, mais le 49.3 est un outil constitutionnel qui existe, qui a été utilisé par différents gouvernements depuis le début de la Ve République, par tous les gouvernements d'ailleurs. Mais si vous voulez, il faut se souvenir que dans l'esprit des constituants de la Ve République, le 49.3 était un outil qui avait finalement été conçu bien plus pour contraindre sa propre majorité que pour contraindre les oppositions. Et si vous voulez, d'une certaine manière, on a un détournement de l'esprit du 49.3 depuis un certain nombre d'années, et ça se sent aujourd'hui encore plus à l'occasion de cette 16e législature. C'est qu'en fin de compte, en effet, c'est en train de devenir un outil qui bride véritablement le débat parlementaire. François Hollande avait une majorité qui était une majorité absolue à l'Assemblée nationale lors de son mandat entre 2012 et 2017. Il utilisait certes le 49.3. L'utilisation du 49.3 était certes très contestée, y compris dans la rue, mais il l'utilisait parce qu'il avait des frondeurs à l'intérieur de sa propre majorité. Souvenons-nous de l'utilisation du 49.3 par Valéry Giscard d'Estaing dans les années 77-78, quand Raymond Barre est Premier ministre. Il le fait parce qu'il sait très bien que sa majorité, qui est une majorité de coalition avec une partie du RPR, le contraint à utiliser cet article-là pour contraindre justement sa majorité. Là, en la matière, c'est que l'outil, en effet, est un outil qui paraît bloquer le fonctionnement de la démocratie parlementaire, parce que la démocratie parlementaire, aujourd'hui, représente une Assemblée nationale, qui est une Assemblée nationale qui est assez représentative de l'état de l'opinion publique française, malgré un niveau d'abstention très fort à l'élection législative. Et donc, vraisemblablement, l'outil 49.3 est encore plus mal perçu et encore plus mal ressenti, parce qu'il va à l'encontre, d'une certaine manière, de l'état de l'opinion, qu'il ne l'était lors d'autres législatures.
Ouais, mais il y a aussi toujours un peu derrière la volonté de faire un chantage. On va écouter ce que disait ce matin Thomas Cazenave, le ministre des Comptes publics, au micro d'une autre radio. S'il n'y a pas de 49.3, il n'y a pas de budget. Donc, on ne fonctionnerait plus. Donc, notre responsabilité, c'est effectivement utiliser le 49.3 et doter la France d'un budget. C'est honteux. C'est faux. C'est une fake news. Non, mais c'est faux. Là, on a un ministre qui ment. Moi, j'incite le ministre à relire la Constitution de la Ve République. C'est un problème s'il ne la connaît pas. L'article 47 de la Constitution de la Ve République dispose que si le Parlement ne s'est pas mis d'accord au bout de 70 jours sur le projet de loi de finances, le gouvernement peut tout simplement procéder par ordonnance. Donc, si vous voulez, l'idée qu'il pourrait y avoir un shutdown à la française tel qu'il existe aux États-Unis est une idée qui est fausse. Soit on n'a pas lu la Constitution, soit on ment. Mais on ne peut pas dire aux Français que le risque de ne pas avoir de budget existe aujourd'hui dans le fonctionnement institutionnel français. Sauf à ce que, comme le disait notre ami Benjamin Morel, constitutionnaliste, que nos gouvernants soient assez fous pour ne pas utiliser les ordonnances. Mais alors là, je veux dire, on rentre dans une autre... C'est totalement impossible. Voilà. C'est totalement impossible. Donc, dire que on utilise le 49.3 parce que on risque de ne pas avoir de budget, non, ce n'est pas vrai. La réalité, on utilise le 49.3 parce qu'on n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale et qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà. Alors après, les oppositions peuvent déposer des motions de censure, elles ne manquent pas d'en déposer. Le problème, c'est qu'il faut réunir une majorité pour qu'une motion de censure puisse, en effet, être adoptée. C'est ce qu'on voit depuis le début de cette mandature. Voilà. 49.3, motion de censure, et ça passe et on continue. Mais ça peut continuer encore longtemps. Vous disiez qu'il y avait une limite au nombre de... Non, mais il y a une limite, si vous voulez. La limite, elle peut venir du Parlement, aujourd'hui, à ce stade. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'une motion de censure déposée par un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale finissent par voir toutes les oppositions converger et censurer le gouvernement. On l'a vu au moment de la discussion sur les retraites avec le groupe parlementaire Lyotte qui a déposé une motion de censure qui n'a pas été adoptée à 8 ou 9 voix près. Le risque est réel dans l'état des rapports de force politiques, sauf que est-ce qu'à un moment donné, par exemple, les Républicains décideront de s'associer à une motion de censure? Parce que d'une certaine manière, c'est eux qui ont la clé de la survie de ce gouvernement. Aujourd'hui, il est évident que s'ils décident de s'associer à une motion de censure, les chances pour que le gouvernement de Madame Borne soit renversé ne sont pas, c'est le moins qu'on puisse dire, négligeables. Et c'est ce qu'essaye aujourd'hui d'éviter de différentes manières l'exécutif. Mais je pense que moi, si vous voulez, cette législature me paraît très faible pour tenir en l'état jusqu'à 2027. Ça va être très compliqué. Parce que plus on va avancer dans le mandat, plus les tensions internes à ce qui existe comme majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron, vont s'accentuer. On est déjà, d'une certaine manière, dans le post-Macron, qui plus est. Et on voit bien que, par exemple, sur un texte comme le texte qui doit être présenté prochainement au Sénat, puis ensuite à l'Assemblée nationale, le texte sur l'immigration, on voit bien qu'il y a des divergences qui existent au sein de la majorité. La ligne de M. Darmanin n'est pas forcément la ligne qui est aujourd'hui, poussée par une partie de la gauche de cette majorité. Donc, ça risque d'être plus compliqué, en effet, dans les mois qui viennent. On continue d'en parler tout de suite sur le plateau de Sud Radio, Poulain sans réserve, jusqu'à 13h. À tout de suite. Et on se retrouve sur Sud Radio avec notre invité Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne et rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, auteur avec Stéphane Rosès de Chaos, essai sur les imaginaires des peuples aux éditions du Cerf. Alors Chaos, c'est pas le chaos justement à l'Assemblée nationale pour en arriver à autant de 49.3 comme on le disait auparavant. Est-ce que cette absence de majorité de fait peut fragiliser Elisabeth Borne et faire qu'elle ne passera pas finalement l'hiver ? Écoutez, pour ne pas passer l'hiver, encore une fois, il faudrait qu'une motion de censure soit adoptée. Mais il est clair que, qu'on le veuille ou non, pour le texte, qui est un peu le texte de la mère de toutes les batailles sur l'immigration, l'usage du 49.3 à ce stade me paraît l'hypothèse la plus probable, en raison, en effet, des difficultés que l'on vient d'évoquer, que le
les LR, en tout cas à l'Assemblée nationale, mais aussi au Sénat, ne sont pas prêts à voter ce texte, notamment en raison de l'article 3 sur les métiers en tension. Mais le fait même qu'elles soient obligées d'utiliser sur ce texte le 49.3 constituera de fait un aveu d'échec politique. Pour de multiples raisons, parce qu'elle sera obligée de passer par le 49.3 vraisemblablement parce que peut-être que les LR ne voteront pas le texte, mais aussi peut-être parce qu'une partie de sa majorité sur sa gauche risque là aussi de trouver les concessions que semble vouloir faire M. Darmanin aux Républicains comme insupportables. Et donc, elle n'aura d'autres alternatives que d'utiliser ce 49.3. C'est un vrai problème pour elle. Ensuite, la question est de savoir si une motion de censure a des chances d'être déposée. Si les LR vont jusqu'au bout de leur opposition et au bout de la logique d'opposition dans un système parlementaire, comme celui de la Ve République, en tout cas, parlementarisme rationalisé, il est évident que le dépôt d'une motion de censure va de soi. Iront-ils jusque-là? Je n'en sais rien, mais s'ils déposent une motion de censure, le risque de convergence, dont on parlait tout à l'heure, des oppositions sur une motion de censure déposée par LR, est non négligeable. Et dans l'hypothèse, faisons de la politique fiction, il faut toujours faire attention à la politique fiction parce qu'elle est affirmée par les faits. Mais enfin, parfois on peut avoir des fulgurances. Mais clairement, si cette motion de censure est adoptée, Madame Borne remettra sa démission au président de la République, mais qui est libre ou pas de l'accepter. Oui. Il peut très bien décider d'essayer de reconduire Madame Borne, qui sera quand même contrainte de réengager la responsabilité de son gouvernement en tant que première ministre, après peut-être un toilettage de ce gouvernement. L'autre hypothèse, c'est le changement de premier ministre, hypothèse qu'il ne faut pas non plus exclure. Il y a de nombreux candidats qui sont déjà prêts à la remplacer. Est-ce que M. Macron a intérêt à un changement de Premier ministre avant les élections européennes? Ça, c'est une question. Et puis, il y a l'autre hypothèse, qui est la dernière, qui serait l'hypothèse de la déflagration maximale, si je puis dire, c'est une dissolution de l'Assemblée nationale. C'est en tout cas ce qu'avait laissé entendre le président de la République quand on l'interrogeait sur si jamais une motion de censure était adoptée. Ira-t-il jusque-là? Adopter, la dissolution serait possible, mais qu'est-ce que ça voudrait dire si des élections législatives avaient lieu? Enfin là, on est dans la politique fiction, c'est sûr, mais déjà qu'il n'y a pas de majorité, je ne pense pas que ce qui sortirait des urnes serait une claire majorité. Oui, parce que là, on retrouve Macron. Finalement, si vous voulez, l'aspect très chaotique de notre vie politique et de la crise démocratique que nous traversons depuis maintenant un certain nombre d'années, qui s'est accélérée quand même sous le mandat d'Emmanuel Macron, c'est que on a un champ politique qui est extrêmement balkanisé. Et le risque qui est non négligeable dans cette hypothèse-là, c'est que l'on se retrouve pour le coup avec une Assemblée nationale totalement introuvable sur le plan des majorités. C'est-à-dire qu'on ne soit pas du tout capable même de constituer une majorité relative. Sauf, autre hypothèse, puisqu'on est dans la politique fiction, à ce que finalement une partie des LR aille jusqu'à nouer un contrat de gouvernement avec Emmanuel Macron. Mais là aussi, ça me semble pour l'instant assez fragile. C'est quand même assez incroyable de voir que après la réélection... Donc on se retrouverait, je vous coupe 30 secondes Alexis, on se retrouverait dans une situation assez paradoxale d'avoir finalement une Assemblée nationale de type 4e République sous la 5e République. Évidemment quelque chose qui est à franc renversé de ce qu'avait pu imaginer le général de Gaulle et Michel Debré lorsqu'ils ont pensé assez intelligemment quand même la Constitution de la 5e République. Mais déjà ça, est-ce que ça dit pas aussi du changement, des modifications de la 5e, l'élection législative après l'élection présidentielle dans la foulée, qui fait que on se retrouve un an après la réélection d'Emmanuel Macron avec une situation quasiment d'ingouvernabilité ou du moins de non-majorité et toutes les écuries politiques qui ne parlent que de la prochaine élection présidentielle, à un an de celle qui vient d'avoir lieu. C'est quand même assez incroyable de voir que tout le champ politique tourne autour d'une élection, l'élection du président de la République. C'est la conséquence, du quinquennat et de l'inversion du calendrier, qui a, disons, accéléré
malgré tout la décomposition politique qui avait même commencé bien avant. Mais c'est vrai que ça n'a pas été un facteur de stabilisation de la vie politique, c'est le moins qu'on puisse dire, et surtout c'est un facteur qui a renforcé finalement, qui a hypertrophié la Ve République, fondamentalement. La Ve République est quand même une république, c'est le moins qu'on puisse dire, très verticale. Et c'est encore plus verticalisé avec ce calendrier qui est un calendrier sur 5 ans avec une inversion du calendrier et où finalement nous avons une Assemblée nationale lorsque elle est élue avec une majorité absolue, donne finalement peu de respiration à la vie parlementaire et à la vie démocratique. Et là, on aurait le moyen, si vous voulez, d'avoir une respiration avec une Assemblée nationale qui est justement une Assemblée nationale assez représentative. En fait, contre le problème de Macron, c'est qu'il n'a pas compris le message que lui ont envoyé les Français en 2022. Les Français lui ont envoyé... Ils n'ont pas voulu lui donner les pleins pouvoirs. Ils ont tout simplement envoyé une majorité qui ressemble à ce qu'est aujourd'hui le camailleux politique de la vie politique française, et ils ont voulu d'une certaine manière lui adresser ce message en lui disant mais maintenant vous vous débrouillez avec cette Assemblée nationale, ça veut dire que vous négociez, vous faites des compromis, vous essayez de trouver des majorités, vous écoutez un peu plus que vous ne l'avez fait lors de votre premier mandat. La réalité, c'est que la réalité, ça a été 100 jours d'apaisement qui finissent avec des émeutes. Il n'a pas vraisemblablement, lui, reçu ce message 5 sur 5, c'est le moins qu'on puisse dire là aussi. Et donc, on se retrouve dans une situation qui est à ce stade extrêmement compliquée. Extrêmement compliquée. Enfin, regardez sur la réforme des retraites, ça a été un bras de fer contre la majorité des Français, au-delà des mouvements syndicaux, avec ce 49.3, avec ces 100 jours d'apaisement qu'on finit avec les émeutes qu'on a vues. D'ailleurs, Elisabeth Borne recevait hier les maires des villes qui avaient été touchés par ces émeutes. On a l'impression d'improvisation, on a l'impression de marcher un peu dans des territoires inconnus. Emmanuel Macron qui avait aussi, rappelez-vous, les rencontres de Saint-Denis, réunis autour de la table pendant 12 heures, les différents chefs des partis en présence. Deuxième rencontre de Saint-Denis qui devait avoir lieu ce lundi, mais annulée du fait de l'actualité internationale. Qu'est-ce que ça dit en fait de la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron ? Ça dit qu'Emmanuel Macron essaye de trouver un chemin pour sortir de cette crise démocratique qui ne cesse d'une certaine façon de fragiliser son pouvoir, mais qui n'y arrive pas. Il a eu plusieurs tentatives depuis quelques mois. Rappelez-vous le fameux Conseil national de la refondation qui est quand même aujourd'hui passé largement sous les radars et auquel la plupart des forces d'opposition n'ont pas voulu consentir. L'épisode de Saint-Denis qui était présenté comme la grande initiative politique d'Emmanuel Macron était un épisode qui visait finalement à essayer de trouver un accord sur une éventuelle réforme constitutionnelle pour aller très vite. La réforme constitutionnelle, de toute façon, aujourd'hui, en l'état de ce que l'on sait du Parlement, à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, paraît en tout cas une hypothèse là aussi peu plausible. Donc, ça nous dit que tout simplement Emmanuel Macron est quelque part le produit le plus avancé de ce processus de décomposition politique que l'on connaît depuis des décennies, qu'il a été d'une certaine façon le sauveur d'un système qui est de moins en moins représentatif sur le plan démocratique, qu'il a réussi habilement un tour de force quand même politique en 2017, qu'il a réussi à renouveler ce tour de force en 2022, sauf que la différence fondamentale entre 2022 et 2017, c'est que là, il se retrouve avec une Assemblée nationale où il ne dispose pas de majorité. Une Assemblée nationale qui dit ce qu'est la crise politique du pays, et donc face à cette crise politique, il essaye de trouver des sorties qui, manifestement, n'arrivent pas à trouver une issue. Ça va être compliqué de tenir 4 ans comme ça encore ? Ça va être très compliqué. On verra bien ce qui se passera aux élections européennes, qui quand même vont nous donner un état des lieux des rapports de force politiques dans ce pays. Emmanuel Macron peut décider de, à un moment donné, prendre une véritable initiative politique et non pas de faire des initiatives de communication, comme le Conseil national de la refondation ou la rencontre avec l'ensemble des forces politiques à Saint-Denis. La Constitution permet à un moment donné d'essayer de sortir par le haut
d'une crise, il a le premier outil qui est l'outil du référendum. Ouais. Il peut décider à un moment donné sur un sujet, il aurait pu le faire sur les retraites, il ne l'a pas fait évidemment, de redonner la parole au peuple. C'est ce que faisait, je rappelle, le général de Gaulle. Michel Debré avait pour habitude de dire que quand il y avait une crise de légitimité, in fine, de toute façon, le souverain suprême, c'était le peuple et qu'il fallait retourner au peuple. Bon, depuis 2005, plus personne ne veut retourner au peuple et on comprend. On et espère. Et l'autre solution, je termine juste, l'autre solution, c'est la dissolution. Voilà. Merci beaucoup Arnaud Benedetti. Politique fiction ou réalité, on le saura bientôt dans le futur. Merci d'avoir été notre invité sur Sud Radio. Dans un instant.